bonsoir. Je suis Madame Benari Latifa, fondatrice et présidente de l'association L'Ange Bleu. En deux mots, c'est l'association axée sur la prévention de la maltraitance sexuelle des enfants. Donc mon action est un peu à contre-courant, sous un angle novateur. Je suis moi-même ancienne victime d'abus sexuels lorsque j'étais petite et je n'ai pas voulu m'enfermer dans le statut de victime toute ma vie. Et grâce à ma mère, j'ai pu m'en sortir et j'ai pu avancer et j'ai profité justement de cette expérience malheureuse pour faire un combat de ce qui est devenu maintenant le combat de ma vie. Voilà. Donc, et c'est c'est au Maroc et en Algérie, dans des pays très difficiles pour les femmes, que j'ai commencé cette action. J'ai commencé à aider et à écouter les victimes et comprendre le mode opératoire des auteurs pour faire la distinction entre ceux qui méritent de l'aide et ceux qui méritent des sanctions. Donc voilà, je vais juste arriver à la France. Je suis arrivée en France en pensant que c'était plus facile de faire ce combat. Et je me suis rendu compte que c'est aussi difficile, c'est aussi tabou de mener ce combat de femmes. Et honnêtement, je vais juste vous dire quelque chose. Il y a 5 ans, j'ai été reçue par des personnes qui ont fait la campagne de M. Sarkozy. J'ai entendu des promesses, j'ai entendu des paroles, j'ai entendu des discours à propos de la prévention. C'est un mot qui est vain pour moi parce que la vraie prévention, moi je l'ai créée à travers l'Ange Bleu parce que j'ai fait ça pendant 30 ans, à savoir l'écoute. Je vais vous choquer, je suis désolée. Si on veut protéger les enfants, il faut aussi aider et soutenir et comprendre les raisons de la déviance sexuelle envers les enfants. Et ça, je l'ai fait. Donc cette structure que j'ai créée, j'ai défié les professionnels qui m'ont dit que c'est utopique, que vous n'aurez jamais un pédophile qui va s'exprimer avant le passage à l'acte. Ils se sont trompés parce que ce sont des milliers de pédophiles maintenant qui font appel à moi. Et je rends hommage à Madame Moussa Srli, qui est de l'autre côté, qui est au Maroc, qui a pris le taureau par les cornes, qui a pris cette action à bras-le-corps. Et la semaine dernière, elle a fait une réunion avec moi. Elle a l'intention justement d'exporter ce concept au Maroc. Et je suis ravie qu'une femme comme elle, justement, puisse mener ce combat, le même combat que moi, pour protéger les enfants. Parce que sachez que écouter les pédophiles qui sont abstinents, c'est protéger les enfants. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Alors bonsoir à toutes. Véronique et moi-même, nous sommes très heureuses de vous accueillir et on vous remercie chacune d'entre vous d'avoir accepté l'invitation de Fadila Mehal, qui est la présidente des Mariannes de la diversité, et également d'Olivia Catan, la présidente de Paroles de Femmes. Donc, à cette table ronde se trouve Daphné Lift, qui doit être, je crois, par là. Alors, Daphné Lift, du haut de ses 25 ans, à la perte de son logement, vous lancez un appel sur Facebook, vous rassemblez 500 000 personnes, et votre sincérité, votre spontanéité, votre fronde à caractère apolitique ont fait de vous un symbole en Israël. Et aujourd'hui, vous êtes l'une des figures emblématiques du mouvement social qui a commencé au printemps jusqu'en été 2011 en Israël. Vous êtes également née à Jérusalem, vous êtes réalisatrice et monteuse de courts-métrages et évidemment, on a hâte de vous entendre. Alors ensuite, Nouzia Scali, vous êtes, Madame la Ministre, bonsoir. Donc vos postures intellectuelles ont été des plus progressistes et des plus utiles. Pharmacienne, vous êtes membre du Parti du Progrès et du Socialisme. Vous avez été ministre en 2007 jusqu'en novembre 2011, en charge notamment de la famille et de la solidarité. Vous avez proposé de légaliser l'avortement, notamment
notamment en cas d'inceste, de viol ou de malformation. Et vous vous dressez contre le travail domestique des petites filles et vous luttez également pour la parité. Voilà. Alors, à côté de moi, à ma gauche, Randa Cassis, lorsqu'on écoute vos interviews, on mesure votre courage d'être, quand tant d'autres sont paralysés par la peur. On calibre, on apprécie la constance de votre détermination et vous êtes né dans une famille chrétienne syrienne. Vous êtes, alors, beaucoup de choses. Anthropologue, psychologue, journaliste et surtout, vous avez un talent fou pour peindre. Vous êtes artiste peintre. Vous êtes porte-parole et présidente de l'Assemblée générale de la coalition laïque et démocratique syrienne et membre du Conseil national syrien. Voilà. Alors, Violetta Moshkalu. Violetta, nous attendons votre regard sur l'Ukraine, où vous allez au moins 10 fois par an. Et ce regard est des plus actualisés. Née en Ukraine, enseignante, vous présidez une association qui favorise les échanges culturels et éducatifs entre la France et l'Ukraine. Vous focalisez votre énergie sur ces échanges interuniversitaires, puisque votre destin a changé grâce à ceux-ci. Vous croyez en la force de la formation et de la culture. Votre témoignage est pétri de réalité, et notamment au sujet du Femen, qui est un mouvement féministe ukrainien. Fawzia Zouari, vous êtes née au Kef en Tunisie. Vous êtes une femme de lettres et déjà un auteur remarqué. Aujourd'hui, votre production livresque est assez impressionnante parce que vous avez écrit 8 livres depuis 1998. Et ces livres sont principalement centrés sur la femme et l'exil. 2 prochains sont en cours. Vous êtes journaliste et depuis de nombreuses années, on peut supposer que vous nous expliquerez vos attentes et réactions, notamment après le printemps arabe et la nouvelle force et transparence des nouvelles technologies. Fawzia Zouari, voilà. Alors, Safinez, comment un destin d'architecte s'éloigne en achetant un miroir dans les rues de la Casbah. Vous êtes né à Alger, Safinez, architecte, vous avez découvert la musique, et notamment le Shahabi et l'orchestre El Custo. Dès lors, toute votre vie change. Vous avez consacré un documentaire à ces musiciens d'El Custo, qui est une page de poésie. Vous organisez actuellement des concerts. Et enfin, votre livre est à paraître, si je ne m'abuse, en juin 2012. Tout un programme de passion à l'étendard de la musique. Samira Rajab, vous arrivez tout droit du Barème. Vous êtes journaliste et écrivain spécialisé en économie. Vous êtes présidente d'un centre de recherche dans le domaine des médias et de la société. Vous allez nous apporter un éclairage sur la vie et la situation des femmes au quotidien au Barème. Je crois que tout le monde a été présenté. Donc, je vais passer la parole à Véronique Chelma, qui est une journaliste plus particulièrement spécialisée sur le Moyen-Orient et qui a une expérience absolument étonnante et riche. Et elle va commencer à poser des questions. Merci Ghislaine. Donc, je m'appelle Véronique Chelma, pas Chelma. Et je voudrais donc d'abord dire que, pour nous en tout cas, il n'y a pas d'amalgame à faire et qu'il n'y a pas de commune mesure entre la situation des femmes en Ukraine ou en Israël et celle de la plupart des femmes dans le Moyen-Orient ou en Afrique du Nord. Pour citer l'exemple israélien, je dirais simplement qu'il y a des femmes qui ont été présidentes du Parlement israélien, présidentes de la Cour suprême de justice en Israël, voire par intérim présidente de l'État d'Israël, qu'il y a des femmes pilotes de chasse et que l'incident de Beth Shemesh en 2011 n'est pas représentatif de la situation des femmes dans les milieux juifs orthodoxes ou ultra-orthodoxes, n'est pas représentatif de la situation des femmes en Israël et que cet incident a été unanimement condamné en Israël. Je vous remercie.
شكرا للجمعية على دعوتي في هذا اللقاء. Je vous remercie pour cette invitation. وسأتكلم عن وضع المرأة في البحرين بشكل عام. Je vais parler de la situation de la femme bahreïnie d'une manière générale. البحرين جزيرة تقع في الخليج العربي. Bahreïn est une île située dans le Golfe arabe. بين مجموعة من الدول النفطية وهي لا تملك الكثير من النفط. Entre plusieurs pays producteurs de pétrole, alors que Bahreïn n'a pas beaucoup de pétrole. لذلك اعتمد الشعب البحريني على التعليم ليعمل ويكسب دخله. C'est pour ça que les Bahreïnis comptent beaucoup sur l'éducation pour pouvoir travailler et gagner leur vie. فتعلمت المرأة البحرينية منذ وقت مبكر بدايات القرن العشرين. Donc, depuis le début du XXe siècle, la femme bahreïnie a reçu l'éducation nécessaire depuis donc, le début du XXe siècle. ولأن البحرين جزيرة في منطقة استراتيجية هي ترانزيت بين الشرق والغرب، فكانت البحرين مفتوحة على جميع ثقافات العالم منذ سنوات طويلة، منذ قرون طويلة. Et du point de vue de la position stratégique de Bahreïn située entre l'Occident et l'Orient, cela a pu favoriser les échanges depuis longtemps entre l'Occident et l'Orient. فالشعب البحريني شعب متفتح والمرأة تعيش بحرية كاملة. Le peuple bahreïni est ouvert et la femme bahreïnie vit en toute liberté. كانت المرأة البحرينية تقود البلد عندما يخرج الرجال إلى حملة الغوص مدة 6 أشهر يغيبون عن الأرض يكونون في البحر، فكانت المرأة هي التي تحكم في غيابهم. Donc, comme Bahreïn est connu pour la pêche des perles, lorsque les pêcheurs partaient depuis longtemps à la mer pour pêcher les perles, c'était la femme bahreïnie qui assurait le rôle de responsabilité sur l'île. فطبيعة الحياة في البحرين جعلت المرأة البحرينية قوية بطبيعتها. Donc le mode de vie à Bahreïn a rendu la femme bahreïnie forte, ayant une forte personnalité. المرأة في البحرين تملك كل حقوقها، كانت إلى قبل 10 سنوات عدا الحق السياسي. Donc jusqu'à 10 ans, depuis 10 ans, la femme bahreïnie avait tous ses droits, sauf les droits politiques. منذ 10 سنوات مع المشروع الإصلاحي في البحرين الدستور أعطى للمرأة حق أن تمارس حقها السياسي. Donc depuis 10 ans, avec l'institution de la Constitution, donc la Constitution a donné à la femme bahreïnie ses droits politiques. فالمرأة البحرينية اليوم موجودة في البرلمان في السلطة التشريعية بالغرفتين، وموجودة كوزيرة وكسفيرة وفي كل مجالات الحياة في البحرين. Donc aujourd'hui, on trouve la femme bahreïnie dans tous les domaines, dans le Parlement, que ce soit dans la Chambre des députés ou au Sénat, qui est appelé le Conseil de Shura à Bahreïn. On la trouve dans les postes d'ambassadeur, de ministre et dans tous les domaines. وكانت أول امرأة عربية رئيسة الجمعية العامة في الأمم المتحدة امرأة من البحرين بحرينية. Et la première femme présidente de l'Assemblée générale aux Nations Unies était une Bahreïne. الدستور البحريني يحمي حقوق المرأة كاملة، والقيادة السياسية في البحرين تدعم حقوق المرأة. Donc la constitution bahreïnie appuie ou protège les droits de la femme, ainsi que les autorités qui appuient les droits de la femme. On va vous demander assez rapidement, s'il vous plaît, de terminer votre intervention. Merci beaucoup de votre témoignage. Merci beaucoup. Voilà. On va faire appel à Daphne Leaf. On va passer la parole à Véronique Schlema, qui va trouver un micro. Véronique. J'aimerais présenter Daphne Leaf,
qui a monté le mouvement des indignés en Israël, un mouvement social, la révolution des tentes. C'est une femme extraordinaire qui a fait ce voyage pour venir ici, devant vous. Et c'est pour ça que je trouvais ça intolérable que les femmes comme ça se crêpent le chignon. Non, il faut qu'on soit vraiment solidaires toutes ensemble. Alors, franchement, ça suffit. Hello. First of all, I'm speaking in English, so hopefully some of you understand. Thank you. I've been sitting in this venue for the past 3 or so hours. I don't understand French, so I can see from the body language that things have become to be very emotional in some point. Excusez-moi, Daphne vient de s'excuser parce qu'elle n'a pas pu comprendre ce qui a été dit au cours des tables rondes précédentes. Elle ne maîtrise pas la langue française et elle vous prie donc de l'excuser. Donc elle va parler, je pense, directement sur son expérience en Israël. Please go on. Okay. I know that before you said something about Bet Shemesh. This is not something that has happened only once. I did not come here to speak about my Jewish background or to speak about my country's security issues. Je ne suis pas venue ici pour parler du fait que je suis juive, ni de l'arrière-plan sécuritaire en Israël. I am in a part of a protest movement about social matters that is against the government right now. Je fais partie donc d'un mouvement de protestation sociale. And I started thinking, what is it that I want to say regarding this event about women's rights? Je viens parler, des droits des femmes ici. And I think that you are looking at a young woman who is, for 7 months now, always listening to politicians making promises, for example. Ici en France, vous êtes en période électorale et depuis des mois, vous entendez beaucoup de politiciens qui vous tiennent et qui vous promettent beaucoup de choses. And I think that what was amazing about the movement in Israel and what is going on is that we understood at some point that we cannot just wait around for somebody to make decisions for us. Ce qui a été très surprenant et caractéristique dans notre mouvement social en Israël, c'est qu'on n'attend pas forcément des hommes politiques qu'ils agissent. On n'attend pas forcément d'autrui la solution. And we need to take action ourselves in some ways. Et nous agissons par nous-mêmes, donc. Personally, I feel like we keep talking about solidarity and about women supporting each other. Nous parlons donc de solidarité, de la manière dont nous pouvons nous aider entre femmes. But we sometimes forget to practice it as well. Et donc nous mettons en pratique ce que nous disons. I think that in the everyday life, for example, we need to embrace each other. I am completely neglecting the male part of the audience. But we need to care for each other, and we need to nourish each other, and we need to accept the fact that we are not equal, we are different, also in good ways. Alors, bien qu'elle sache qu'elle est devant un public essentiellement féminin, elle tient un discours qui s'adresse à tous en disant « nous devons tous nous aider, tous nous soutenir ». I come from a country who has a very militant background. Je viens d'un pays qui a un arrière-plan, une histoire très militaire. And many people have said that if not for a female leader, it would not be effective. I want to say that I respect you so much. I was going bravo. So let me just Et elle applaudit donc la dame qui représente la Syrie, Randa Kassi, pour son combat pour la laïcité et en Syrie. I am sure
that during the past 3 hours or so, people have talked about single mothers, about education, about pay, about equality in the workplace, about stay-home moms, about anything that involves womankind, except maybe this one thing that is we need to embrace each other, and we need to practice what we say, and we need to remember that we are not only women, we are also human beings, and we don't need to always say that we are women and make that the issue. Elle tient un discours très universel, très universaliste, en disant il faut mettre en pratique nos propos et surtout, vraiment qu'on soit femme ou qu'on soit homme, finalement, il faut s'aider. C'est un message qui n'est pas seulement destiné aux femmes, mais c'est un message très unitaire, en fait, entre hommes et femmes, en faveur de l'être humain. Et bien sûr, elle a entendu parler, elle a compris qu'on avait parlé de l'égalité homme-femme, des problèmes au quotidien des femmes, mais le message qu'elle délivre aujourd'hui devant vous, c'est un message très universel et au-delà du clivage homme-femme. There was a protest after what happened in Bet Shemesh, where they spat on a little girl for not dressing properly, according to the fundamentalistic Jews, which I am not. I'm also secular. So there was a protest, and I went on stage and I said that I will not let. I don't have to be a part of a discourse that I do not accept. I do not need to go on and talk about how legitimate it is for me to sing in the street. I will keep on singing in the street. We as people, not only as women, but also as human beings, we have logic, we have intelligence, we have ideas. We can make our own judgments sometimes when laws become crazy, or when they become unjust, or when they completely does not meet who we are. I am a woman. We are women. This is a part of who we are. So we do not need to apologize for it, or to make the discourse about the fact that this is something that is like the sky is blue. We're women, you know? Daphne Leaf a donc fait allusion à l'incident de Bet Shemesh. Elle a dit qu'elle avait protesté et qu'elle avait dit qu'on est tous des êtres humains dotés d'intelligence, d'esprit, et qu'il fallait l'utiliser, et qu'elle, finalement, en prenant l'exemple du fait qu'elle continuerait de chanter dans la rue même si on l'interdisait, c'est l'ensemble des libertés dont elle jouit, dont nous jouissons, qu'elle défendra s'ils étaient menacés. C'est la synthèse de votre discours. And I do want to say one more thing, and that's it, because I know everybody's really, really tired, right? C'est le dernier mot, car je sais que vous êtes très, très fatigués. I think that there's this film called Donnie Darko. I don't know if you've seen it, but it has like a timeline with the word fear and the word love on both ends. And for many, many years, I think that the world has been very intimidated by womankind, you know, everything that involves Freud, for example, and because we are different than men or stuff like that. I think that in general, we need to stop acting out of fear, but act out of love, and that is something that is very much a part of women's kind. So this is our duty to teach whoever we can that we don't have to fear, we can love instead. And I know it must sound cheesy, but I still believe it. And that's it. So I'm proud to be here today and to be a woman, to sit with you all around this. Thank you. Et donc, avant que Daphne Leaf de traduire ce qu'elle a dit, au cas où, avant que tout le monde ait compris. Je pense que tout le monde avait compris, mais avant que Daphne Leaf s'en aille, j'aimerais que vous réunissiez toutes pour mettre fin à tout ce que j'ai pu entendre, qui m'a fait très mal aux oreilles, et qu'on fasse une photo avec Fadila Mehal, mais bien sûr, mais on les terminera dès que Daphne partira. Et je pense que c'est important cette photo, parce que ça montre cette solidarité des femmes et ce qu'on a envie de tisser toutes ensemble.
Alors maintenant, il faut juste le photographe. Tiens. Ah oui, c'est là? C'est bon. Ah oui. Ok. Mais j'ai rien compris, on reste là. Mais les photos, c'est après, mais laissez-nous parler. On est fatigués. On est trop pesés. Moi, je ne veux pas m'approcher de là-bas. Oui. J'aimerais passer la parole maintenant à Madame Zaskali. C'est bon? Merci. J'aurais aimé qu'on s'écoute mutuellement parce que le dialogue, c'est aussi de s'écouter, d'écouter les autres et d'écouter ce que disent les autres des autres. Mais bon, ce n'est pas toujours possible. En tout cas, je voudrais remercier chaleureusement Olivia Catan et Fadela Mahel pour l'invitation et vous dire que ce moment est vraiment très très précieux pour entendre toutes les voix des femmes, surtout à l'occasion du 8 mars, la journée internationale de la femme, qui est la journée où on fête les luttes des femmes, les luttes pour l'égalité, les luttes pour la paix, les luttes contre la violence, contre la haine, contre la discrimination. Et je voudrais vraiment saluer toutes les femmes du monde, partout à travers le monde, qui luttent pour leurs droits légitimes. Et je voudrais plus particulièrement vous rapporter les combats des femmes marocaines pour l'égalité, sachant que si on fait un petit regard en arrière et qu'on revient aux années 90, la situation de la femme au Maroc se caractérisait par les années zéro des droits des femmes. Il n'y avait pas une seule femme au Parlement, il n'y avait pas une seule femme au gouvernement, il y avait 0, quelque chose de femmes dans les conseils municipaux, il y avait un statut de la famille qui était particulièrement injuste et qui était particulièrement discriminatoire à l'égard des femmes. Et là, il y a eu le combat des femmes pour dénoncer, pour communiquer, pour expliquer, pour sensibiliser, pour visibiliser les situations dramatiques dans lesquelles se trouvaient les femmes. Et je peux vous dire que durant la dernière décennie, il y a eu des progrès extraordinaires qui ont été accomplis dans notre pays grâce à la rencontre entre ces combats de femmes et le leadership et la volonté politique d'un homme qui est le roi du Maroc, le roi Mohamed VI, qui est un roi citoyen et féministe. Et je peux réellement le dire, c'est un roi citoyen et féministe qui a, dès le premier discours adressé à la nation, qui s'est exprimé sur les droits des femmes en disant « Nous ne pourrons jamais réaliser le développement et la démocratie dans notre pays tant que les femmes restent soumises à la violence et soumises à l'exclusion sociale. » Aujourd'hui, nous avons eu une réforme du Code de la famille qui a permis réellement de proclamer l'égalité des droits entre les hommes et les femmes dans la loi. La réalité, bien sûr, comme ça a été dit précédemment, c'est un autre combat, un nouveau combat pour la mise en œuvre idéale, disons, des lois. Il y a également la réforme du Code de la nationalité et le droit des femmes marocaines de transmettre la nationalité à leurs enfants nés de pères étrangers. Et nos Marocaines du monde, elles savent l'importance de cette mesure et elles sont très contentes de pouvoir effectivement être citoyennes à part entière. Il y a eu aussi des politiques publiques en matière de lutte contre la violence à l'égard des femmes, qui ne doit pas être le fait d'un seul ministère. Mais aujourd'hui, la lutte contre la violence à l'égard des femmes au Maroc, c'est l'affaire du ministère de la Justice, c'est l'affaire de la Sûreté nationale, de la Gendarmerie royale, du ministère de la Santé et des associations de droits de femmes qui ont joué bien sûr un rôle remarquable pour que violence ne rime plus avec silence. Et tout à l'heure, on a entendu le témoignage émouvant de la journaliste qui a parlé de son viol. Et nous voulons que la honte, elle change de camp, que ce ne soit plus les femmes violées, que ce ne soit plus les femmes violées qui aient honte, mais que ce sont les violeurs qui aient honte. Et nous appelons vivement les hommes à s'associer à cette lutte contre la violence à l'égard des femmes, parce que ce n'est pas une lutte des femmes, ce n'est pas une affaire de femmes, c'est une affaire de société. Les femmes représentent la moitié de la société, et qu'on le veuille ou pas, les femmes représentent aussi les intérêts des enfants. Et déjà, les femmes et les enfants, ensemble, ça fait les 2/3 de la société. Merci, Et si on ajoute les personnes âgées et qu'on ajoute
les personnes handicapées, et ça c'est très important, les fragilisés, les vulnérables de la société, eh bien ce sont les femmes qui les prennent en charge, et c'est à travers la valorisation et le renforcement des capacités des femmes que nous pourrons réellement faire avancer nos sociétés. Sinon nos sociétés resteront dans la pauvreté, dans l'exclusion, dans les déséquilibres et les injustices que nous voyons chaque jour. Une ministre de la famille dont la France devrait s'inspirer. Je voudrais, avant de passer la parole, je voudrais que vous saluez notre amie Samira Rajeb qui est venue pour nous et qui a un autre rendez-vous. Et donc, elle me demande la permission de prendre congé de vous. Je vous demande de la saluer. Mais laissez-moi dire un petit mot, s'il vous plaît, sur les politiques publiques, parce que justement, j'ai un document que j'aimerais vous offrir. C'est celui de l'agenda gouvernemental de l'égalité. La politique de l'égalité ne doit pas être aussi la politique d'un ministère. Il y en a deux. Il y en a deux. Un pour vous et un pour Olivia. Voilà. Je vous offre l'agenda gouvernemental de l'égalité. C'est 25 secteurs gouvernementaux sans mesure dans tous les secteurs pour éliminer les discriminations. On va continuer. Et voilà le guide des droits des femmes et de l'égalité au Maroc. On va continuer la table ronde. Ghislaine Pierrat va animer le reste de la table ronde. Allez, Ghislaine, pour qu'on puisse... C'est pour ce Olivia. Bon. Alors, Randa Kassi, moi j'ai envie de vous demander où est-ce qu'on trouve le courage d'être quand tant d'autres sont paralysés par la peur. Donc expliquez-nous un peu votre témoignage et ce que vous pensez des derniers événements et de la situation actuelle. Mon combat n'est pas particulièrement féministe. Mon combat vise tout individu pour l'aider de se libérer de tous les systèmes qui sont basés sur l'asservissement de l'individu. Voilà, c'est ça mon combat. Je viens de la Syrie, un pays que nous, aujourd'hui, actuellement, nous luttons tous contre ce régime, on va dire, cruel, qui ne cesse pas d'assassiner les enfants, les hommes et les femmes. Mais bien sûr, on a encore un autre combat, et un combat de longue haleine. Quand on parle des droits de femmes, il faut aussi parler des droits de chaque individu. Il faut aussi parler des droits des athées. Je suis athée, laïque, et je combats pour tous ces athées qui se trouvent dans ce monde arabe, qui ne peuvent même pas ni s'exprimer, ni déclarer leur athéisme. Alors, on doit parler de tous ces gens-là. Vous savez, dans le monde arabe, c'est-à-dire là, ici, j'ai vu que quand on a touché au mot radicalisme, au mouvement islamiste, il y avait pas mal de personnes qui ont quand même, qui ont dit, qui ont suggéré de ne pas parler de ce sujet. Non, nous devons parler parce que c'est le plus important. Avec la montée des islamistes, la femme est toujours inférieure à l'homme, il faut le dire. Avec cette pensée de radicalisme, on ne peut pas libérer la femme, ni l'homme d'ailleurs, ni personne. Tout individu, chaque individu dans ces sociétés est soumis quand même sous un système qui est répressif, il est opprimé. Alors nous parlons, il faut parler de tous ces tabous, il ne faut pas avoir peur. C'est notre droit, nous existons et nous combattons jusqu'à toute façon, jusqu'à la fin. Alors c'est vrai que ce printemps arabe, avec ce printemps, on a vu la montée des islamistes et qui est tout juste. Moi je trouve que ce n'est pas si dramatique. Pourquoi? Parce que normalement nous devons analyser la situation. Ces régimes dictatoriaux ont tout fait pour enfoncer ces populations dans l'obscurantisme. Ils ont persécuté les guides penseurs, alors qu'il y a quand même causé une coupure de communication entre ces guides penseurs et les masses populaires. Et bien sûr, c'est vraiment faux quand on parle de quelques régimes, comme le régime syrien, qui est c'est un régime laïque. Ce n'est pas un régime laïque. Il est vrai que le régime syrien a persécuté les islamistes politiquement,
persécuté le mouvement des frères musulmans, mais il a tout fait pour islamiser le pays. Merci. Alors, Rwanda, moi je vous ai vu beaucoup, notamment sur YouTube, dans des interviews. Finalement, qu'est-ce que ça a changé, les nouvelles technologies? Est-ce que vous avez pu justement faire passer vos messages avec du vagabondage planétaire? Qu'est-ce que ça a changé? Ça fait un bon moment que de toute façon, l'Internet, c'est grâce à l'Internet qu'on a arrivé à se retrouver entre nous, nous les défenseurs des droits d'homme, nous qui nous voulons vraiment que l'individu existe dans ces pays. Avant tout, nous combattons pour les droits de l'individu. Bien sûr. Alors oui, c'est grâce à l'Internet. Vous savez, ce sont des sociétés traditionnelles, des sociétés répressives qui n'arrêtent pas, qui ne cessent pas de réprimer l'individu. Il y a des codes de société, des codes de famille, beaucoup de codes. Et bien sûr, c'est grâce à l'Internet qu'on est arrivé à nous rassembler et quand même avancer. Alors, nous toutes ici, finalement, enrichis de vos témoignages, on essaye de tisser des nouvelles solidarités. Est-ce que vous avez des idées à ce sujet, des projets? Oui. C'est une question qui est difficile. Une grande question. Parce que finalement, le but est peut-être celui-là, dépasser les discours académiques et essayer de voir comment tisser tout ensemble les nouvelles solidarités. Oui, nous avons besoin de la solidarité venant de tout pays, de tous les pays, surtout la solidarité. Le plus important, c'est qu'ils nous soutiennent dans notre combat laïque dans ces pays-là. Très bien, nous vous remercions. Safinaz. Alors, Safinaz, je disais tout à l'heure, comment un destin d'architecte s'éloigne quand on rentre dans les rues de la Casbah et qu'on est tout d'un coup aimanté par la musique. C'est tout un programme. Pouvez-vous nous dire un peu, nous parler de votre passion et puis également de nous brosser un peu la situation là-bas chez vous? Pouvez-vous nous apporter un témoignage? Bonsoir et merci pour tout le monde qui est resté pour nous écouter. Car vous n'êtes pas très nombreux, mais merci beaucoup déjà. Ok, ça va comme ça? Non, attends. Ça va? Ok. Et ma passion est une passion comme toutes les autres passions, mais moi, je tenais à dire que moi, j'ai pas vécu dans le monde arabe, j'ai pas grandi dans le monde arabe. J'ai juste côtoyé des femmes du monde arabe et ce que je vais dire est qu'un simple témoignage d'un point de vue extérieur. Et concernant ce qui se passe en Algérie ou dans tout le monde arabe, je trouve que la quête des femmes diffère d'une société à une autre. Parce que je tiens à dire que c'est un problème plus social que de loi et de droit. Et il y a plein de lois, comme j'entendais Chantal Joannou parler de symboles. Ça, je trouvais que c'était très intéressant parce que quand on voit les comportements et la violence envers les femmes dans ces sociétés-là, et on ouvre les cahiers scolaires et on voit l'image et la symbolique de la femme dans ces sociétés-là, c'est très intéressant. On comprend beaucoup de choses. C'est-à-dire, je trouve que la symbolique psychologique réelle chez les gens, et c'est ça ce qu'il faut travailler dessus. C'est pas les lois, les lois viendront, mais il y a un vrai travail social. J'ai rencontré plein de mères célibataires, par exemple, qui ont un courage immense de confronter toute une société qui appelle leurs enfants les enfants du péché, et ces femmes-là, malheureusement, ne sont soutenues par personne, parce que personne va défier la société, parce que c'est mal vu, parce que c'est beaucoup plus des codes sociaux qu'autre chose dans ces sociétés-là. Et c'est ce qui est le plus dur à combattre, je trouve. Et est-ce qu'on peut, nous, faire quelque chose pour ces femmes-là? Peut-être les apporter de l'information, mais je trouve que c'est leur combat. C'est pas le combat des femmes occidentales. Je crois que c'est le combat de ces femmes-là chez elles.
Et malheureusement, je parlais avec une copine l'autre jour, on a vu Tahrir, et on était vraiment choqués par le nombre de femmes qui étaient sur la place pendant le documentaire. Et après, qu'est-ce qui s'est passé à toutes ces femmes-là? Où elles sont passées? C'est-à-dire, elles sont là, devant, on les voit libres, combattantes, et après, on n'en parle plus. Et c'est très intéressant. C'est-à-dire, il y a plein de questions à se poser socialement, je trouve, dans ces sociétés-là. Et ces symboles où la femme est toujours dans la cuisine, dans les bouquins, elle a toujours un voile sur la tête, c'est comme elle disait, les jouets, c'est tout un code social qu'il faut revoir, je trouve, pour ces femmes-là. Et c'est mon point de vue. Anyways. D'accord. Finalement, peut-être qu'avec vos tournées et avec le futur livre, vous aurez aussi la possibilité de faire des conférences. Et moi, je ne suis pas en train d'écrire un livre. Hein. C'est un livre qui va parler de l'aventure que j'ai entrepris avec ce groupe de musiciens, qui est un groupe de musiciens masculin, entièrement, 42 hommes. Ça. Et j'ai été très reprochée par pas mal, en projetant le film que j'ai réalisé, pourquoi il n'y a pas de femmes? Et je ne comprends pas pourquoi les femmes doivent être toujours liées à un combat lié aux femmes. C'est-à-dire, on peut exister aussi à travers juste quelque chose qui nous intéresse, qui n'est pas nécessairement entouré des femmes. Et j'ai entendu les discussions aussi, je tenais juste à dire ça, les discussions tout à l'heure dans la table ronde de première, on associe toujours les enfants aux femmes, on associe toujours les problèmes de famille aux femmes. Pourquoi les hommes ne sont pas concernés? Je ne sais pas. Merci. Bravo, bravo à vous. Violetta? Alors Violetta, on attend un regard sur l'Ukraine et puis bon, vous avez énormément de voyages là-bas chez vous. Et puis je suis d'origine moi-même ukrainienne, donc je suis née en Ukraine, j'ai passé mes 20 premières années en Ukraine, donc je connais très très bien la situation du pays. Bien sûr. Et puis vous allez nous parler de la situation actuelle et puis également, si vous voulez bien, du Femen, qui donc est cette association extrêmement frondeuse. Merci Ghislaine. Alors, bonsoir à tous et à toutes et effectivement merci pour votre courage donc d'être encore avec nous à cette heure tardive. Très très rapidement en fait, hein, effectivement peut-être 2 ou 3 points vraiment les plus importants. On pourrait parler pendant un certain temps effectivement de la situation des droits des femmes en Ukraine qui est un pays assez important, donc 50 millions d'habitants, à la frontière avec l'Union européenne. Il faut savoir que la situation de l'Ukraine est différente par rapport aux situations dont on entend parler, par exemple, dans le monde arabe, parce que la différence, malheureusement, elle consiste dans le fait que, après un grand nombre d'acquis durant le XXe siècle, il faut savoir que l'Ukraine, c'est un des pays qui a eu dans lequel les femmes ont eu le droit de vote assez tôt en Europe, c'était en 1919 en fait, hein, donc comparativement à la France ou à d'autres pays, notons-le. Donc malgré tous ces acquis quand même donc du XXe siècle, le pays subit actuellement un retour en arrière en fait à cause, donc en termes de situation et de conditions féminines. Donc à cause d'une situation économique et politique assez difficile. Pardon. Merci, c'est gentil. Donc il faut savoir, donc première chose, c'est que la situation, donc les femmes d'Ukraine et d'autres pays d'Europe centrale et orientale sont particulièrement affectées par l'augmentation du chômage suite à la transition économique assez douloureuse qui dure depuis une bonne vingtaine d'années dans ces pays vers ce qu'on appelle l'économie du marché. Donc, les vrais enjeux actuels, en fait, donc il faut savoir que le taux de chômage est assez important et que parmi les chômeurs, les 2 tiers, voire plus, ce sont souvent des femmes, en fait. Hein. Donc, effectivement, certaines difficultés liées à cette particularité. Et du coup, les vrais enjeux, en fait, actuels en Ukraine, c'est effectivement la nécessité de veiller à ce que la femme ukrainienne ne paye pas sur les plans économiques, éducatifs, sanitaires et d'autres, les difficultés économiques et la situation politique assez critique, je peux le dire, que connaît le pays actuellement. Notamment, il faut savoir que sur un total de 450 députés au Parlement européen, on compte aujourd'hui 5 à 7% de femmes.
sachant que dans les années 70, ce pourcentage était autour de 30 à 40% en fait. Donc quand je parlais d'un retour en arrière, il y a vraiment des chiffres pour le prouver. Donc, dans ce contexte, je veux effectivement évoquer le cas de ce mouvement féministe ukrainien Femen, voilà, parce qu'il est assez particulier. Ce fameux mouvement du Femen. Voilà, le mouvement Femen créé en 2008, en fait, est devenu maintenant connu en Ukraine et dans un certain nombre de pays européens aussi, pour avoir organisé des manifestations topless, donc seins nus, pour la promotion de la démocratie, des droits de femmes, donc pour la lutte contre la corruption et ainsi de suite. Je vais expliquer en quelques mots donc pourquoi être arrivé là. Donc il faut savoir que pendant les premières manifestations, en fait, ces militantes défilaient habillées, puis elles ont choisi de dénuder leur poitrine, les seins nus symbolisant pour elles la condition de beaucoup de femmes ukrainiennes et d'ailleurs, dirais-je, pauvres, vulnérables et seulement propriétaires de leur corps. Elles disent aujourd'hui, en fait, ni les gens, ni les médias ne s'intéresseraient pas à notre message si nous n'étions pas habillés de cette façon. En Ukraine, aujourd'hui, du coup, ce mouvement bénéficie donc désormais d'une bien meilleure couverture médiatique que tous les autres mouvements. Et il faut savoir aussi qu'à la demande donc, des autorités ukrainiennes, les administrateurs de Facebook, on parlait tout à l'heure des nouvelles technologies, ont supprimé en mai 2011 la page des activistes féminines, invoquant la mauvaise image qui serait donnée en fait au pays sur Internet par les militantes. Certains membres de ce mouvement ont effectué des brefs séjours en prison, mais les médias ukrainiens estiment que quelque part le pouvoir est désemparé, car à chaque arrestation accroît la popularité de ce mouvement féminin. Et une toute dernière chose pour finir sur ce mouvement, parce que effectivement le mouvement est... Violetta, malheureusement l'école doit fermer. Voilà. Des artistes s'attendent derrière. Il y a une jeune femme qui n'a pas encore pris la parole. Voilà. J'aimerais bien que Faouzia prenne la parole, parce que ça fait un petit moment qu'elle attend. Voilà. Alors pour conclure sur ce mouvement et l'importance que ça a pour le mouvement féministe, effectivement, pas seulement qu'en Ukraine, mais en Europe et ailleurs, parce qu'il faut savoir que face aux critiques, effectivement, qui considèrent que leurs actions nuisent quelque part à l'image des femmes, elles répondent en fait aujourd'hui que les féministes traditionnelles ne sont plus entendues en Ukraine et dans un certain nombre d'autres pays européens, et que le féminisme du XXIe siècle passe par la réappropriation du corps des femmes par elles-mêmes pour devenir une arme de lutte dans un contexte politique qui peut être qualifié de cynique ou d'hostile. Merci Violetta. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Faouzia, voilà. Faouzia, elle refuse le principe, après avoir attendu 5 heures, d'intervenir 2 minutes. Je voudrais vous dire que nous sommes les derniers résistants, vous et nous. D'ailleurs, on les voit dans la salle, les dernières résistantes. J'aimerais que vous restiez... Et j'aimerais que nos amis musiciens résistent avec nous pendant 5 minutes pour qu'on puisse dire des choses. Et sur les femmes arabes, parce que vous aurez remarqué à quel point on était nombreux, à quel point nous le sommes moins maintenant. Chaque fois qu'on parle de la femme arabe et de la cause des femmes arabes, elle passe au second plan. Or, s'il y a aujourd'hui une thématique de résistance, aujourd'hui plus que jamais après les révolutions arabes, c'est la thématique de la résistance des femmes arabes. Et il faut que vous soyez avec nous. Et heureusement que Fadela est avec nous et a toujours été avec nous. Donc prenez encore 2 secondes, parce que j'aimerais vous dire à quel point nous avons toujours été secondes, les femmes arabes. Une femme arabe... D'accord. Oui, non, mais vous pouvez prendre ce que vous voulez. Laissez-moi, j'ai encore 2 secondes. On est seconde par rapport à l'homme. On est seconde par rapport à la mère. On est seconde par rapport à la maîtresse. Nous avons toujours été dans une tradition où nous avons été secondes. Même dans les Mille et une nuits, quand on vous raconte que c'est le livre où les Arabes expriment tout le grand amour qu'ils ont pour les femmes, ce n'est pas vrai. Il s'agit de femmes secondes. Il s'agit de courtisanes. Et il s'agit de femmes piratées plus ou moins, otages, chrétiennes et juives. Donc nous n'avons jamais été les premières femmes. C'est pour ça qu'on aimerait de temps en temps qu'on nous mette avant aussi. Je pense que ce soir, moi j'aimerais avec vous partager cette expérience et cette déception que j'ai à partir de ce qui s'est passé
dans mon pays natal qui est la Tunisie. Nous avons eu, tout le monde s'est réjoui pour les révoltes arabes. Et nous les premiers, parce que la révolution tunisienne a été extraordinaire. Je ne vous refais pas le numéro de le mur de la peur qui est tombé, toute la conception de l'allégeance musulmane qui est tombée, toute la notion du martyr qui a changé. Vous savez, Bouazizi, c'est pas le martyr musulman islamique qui se fait exploser. Bouazizi, il est mort, mais il n'avait aucun espoir d'aller au paradis. Voilà un martyr qui est laïque, qui est presque athée. C'est ça que la Tunisie a changé. Or, qu'est-ce qui s'est passé avec les révolutions arabes, et notamment en Tunisie? Nous sommes en train de remettre en cause tous les acquis des Tunisiennes qui ont 50 ans de progrès par rapport au reste du monde arabe. Donc, moi, ce que je crains aujourd'hui, c'est que ce silence que les Occidentaux ont eu avec les dictatures arabes soit aujourd'hui un silence avec le mal musulman qui est en train de prendre ce qu'il faut et de laisser les femmes, de les faire reculer, de les faire revenir vers l'arrière. Quand vous voyez qu'en Libye, le premier acte de fondation de l'État libyen a été de dire « nous voulons revenir à la polygamie », vous avez une idée de ça. Quand vous voyez que maintenant, en Tunisie, il y a un retour, on remet en question la monogamie, on remet en question l'adoption et on parle d'excision, permettez-moi de dire que nous reculons et que nous devons absolument aujourd'hui être en résistance. Je vous remercie. Bravo. Bravo et merci beaucoup. Je passe la parole à Olivia. Olivia. Merci, 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 merci. Merci à tous et à toutes d'être restés jusqu'au bout. La prochaine fois, promis, on fera un débat, Nassima. Mais bien sûr, mais évidemment, il n'y a pas en effet que les femmes arabes. Toutes les femmes, on a essayé vraiment de parler de toutes les femmes ce soir. Je crois qu'on ne peut pas nous faire ce reproche-là. On a parlé des femmes du monde entier, des femmes du monde entier et des femmes françaises parce que, excusez-moi, mais moi, en tout cas, je m'intéresse en premier lieu aux femmes aussi qui vivent en France. Et également aux femmes du monde, parce qu'on doit, nous, ici, être un symbole, et on doit justement tisser des liens avec les Tunisiennes aussi, et il faut les aider. Je voudrais, madame, conclure et dire, vous avez raison d'être vigilante, qu'on ne jette pas le bébé avec l'eau du vin, oui, je suis trop fatiguée, avec l'eau du bain, et qu'en effet, on règle des comptes au monde arabo-musulman à travers les femmes qui peuvent être des marqueurs. Et donc, je considère aujourd'hui que la journée a été pleinement réussie, avec parfois des discours contrastés. Il y a eu beaucoup de paroles, il y a eu beaucoup de discours, et maintenant je crois qu'il est temps de passer à l'émotion, à passer à la culture et passer à la musique. Merci à Gisèle Pierrat qui a essayé d'animer avec beaucoup de brio cette table ronde. Merci Ghislaine Pierrat.